Radio Peloton. Radio Peloton. Alors, salut à tous, très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Radio Peloton. Casting du jour, bonjour. Il a un meilleur pied gauche que Remco Evenepoel, c'est Nicolas Christians. Salut Nico. Bonjour. Et lui n'a jamais de problème de selle, c'est Quentin Finet. Salut Quentin. Bonjour. Messieurs, qu'est-ce que vous retenez de cette semaine arc-en-ciel? Nico? Je retiens Lorenzo Finn pour parler un petit peu des espoirs, parce que je sais que dans les trois débats, on n'aura pas l'occasion d'en parler. Bon, déjà, il y a l'échec des Belges avec cette tactique où on étouffe tout le monde, on fait une course d'usure, et puis le premier qui craque, c'est Jarno Widar. Bon, on ne reviendra pas sur la tactique, il a eu un jour sans, ça peut arriver. Par contre, celui à qui ça a bien souri, cette course d'usure, c'est Lorenzo Finn, qui était vraiment au-dessus du lot. Un an après son titre chez les juniors, il gagne à 18 ans, 9 mois et 7 jours le titre chez les espoirs. Pour donner un point de comparaison, Remco Evenepoel était champion du monde junior au même âge, à 2 mois près. Et Paul Sexas, qui a seulement 3 mois de plus que Lorenzo Finn, vient quand même de faire 13e chez les élites. Donc là, il y a quand même la jeunesse qui pousse et qui pourrait peut-être un jour venir mettre un peu de suspense chez les élites face à Pogacar. Oui, qui sait. Quentin, ça t'a impressionné ce qu'il a fait, Finn? Oui, quand même. Ouais, c'est un futur équipier de Remco aussi pour la saison prochaine, si je ne me trompe pas. Et c'est un talent immense, quoi. Donc, comme le dit Nico, c'est vrai que maintenant les jeunes sont à maturité de plus en plus tôt. Et donc, je crois que c'est un mec qu'on va voir très prochainement déjà sur des courses pro briller et aller chercher des succès. Quentin, qu'est-ce que tu retiens toi de cette semaine? Je vais remonter un tout petit peu plus loin, puisqu'on n'a pas eu de podcast depuis lors, et au 3e titre quand même de Remco sur le chrono, 3 à la suite. Il a déjà le 4e en tête, puisqu'on sait que le parcours de Montréal devrait lui convenir normalement. Il y a certains qui en font déjà le meilleur rouleur de l'histoire. Il y a déjà en filigrane aussi une question qui va se poser, c'est à quand le record de l'heure? Il n'a pas d'expérience sur la piste, donc ça va être le principal chantier sur lequel il va devoir travailler s'il veut s'y attaquer. Mais en tout cas, quand on voit ses qualités, son aérodynamisme, c'est clairement une marque qu'il peut aller chercher dans le futur. Dans ce mode de fonctionnement aussi, on sait qu'il fonctionne par étapes, il aime bien cocher plusieurs cases. Forcément, le record de l'heure et sa mythologie, ça ne peut que l'intéresser. Oui, exactement. Tous les plus grands l'ont tenté. Et on sait que c'est un gars qui est attaché aux livres d'histoire. Il aime les références, les choses qui marquent. Et je pense qu'un jour ou l'autre, il s'y attaquera, c'est absolument certain. Nico, tu le vois aussi à terme se lancer dans cette aventure-là? Je ne sais pas à quel point le record de l'heure résonne dans son esprit. C'est peut-être un truc qui parle un peu plus à une génération un peu plus ancienne. Mais c'est vrai que Ghana l'a fait récemment, donc pourquoi pas Remco? Et puis quand même, pour contredire un tout petit peu Quentin, il fait quand même pas mal de pistes quand il fait des tests sur son vélo de chrono. Donc c'est certes pas en compétition, mais il sait ce que c'est un vélodrome. Donc pourquoi pas? Allez, moi je vais ajouter le triplé d'Arnaud Delis. On parle pas de foot, une fois n'est pas coutume. Le hat-trick. Voilà. 8 classiques, Grand Prix de Wallonie, Paris-Chauny. C'est dommage finalement que la saison arrive à son terme. Elle n'est pas terminée. Il a encore pratiquement une dizaine de jours de course à son programme. Combien de victoires? Je pense qu'il peut aller chercher Paris-Tour, pourquoi pas Münster et l'une ou l'autre étape du Tour des Pays-Bas qui est aussi à son programme. Allez, 5 encore pour finir, comme ça. On va être optimiste. S'il atteint les 10, c'est bien, il est à 7 je crois. Donc s'il arrive à 10, c'est déjà pas mal. Ouais, surtout après la saison qu'il a connue. On va passer à notre premier débat du jour. Une histoire de selle, on va se demander si Remco Evenepoel aurait pu gagner sans cette selle maudite. Mais avant cela, messieurs, une petite question, comme de tradition. Remco Evenepoel a conquis cette médaille d'argent qui ne fait qu'augmenter le total de breloques belges sur la course en ligne depuis le début des championnats du monde. Oui, Nicolas, je te vois souffler. Pour une fois, ce n'est pas toi qui fais les questions. Combien de médailles la Belgique, nation qui en a gagné le plus, en a remporté depuis le début de l'histoire des mondiaux? Toutes couleurs confondues, toutes couleurs confondues. Juste sur la course en ligne élite. Juste sur la course en ligne élite. 44. 67. C'est moins de 67 et c'est plus de 44. Allez, donc on a gagné. Deuxième chance. 53. Bravo. Voilà, bingo. Juste 53, bingo. Voilà. C'est vrai que ça reste quand même une médaille d'argent, faut pas la banaliser. Nico, il y a eu ces circonstances de course. Pour ceux qui n'ont pas suivi ce mondial à Kigali, est-ce que tu peux nous les rappeler quand même brièvement, ces mésaventures de celle de Remco? Donc on voit Remco reculer sur l'attaque de Pogacar dans le mont Kigali. On se dit qu'il coince tout simplement ou qu'il lisse son effort parce qu'il avait prévenu déjà aussi ses équipiers plus jeunes que lui, Jarno Widar et Edouard Claes, qu'il ne fallait pas se mettre dans le rouge dans des conditions climatiques particulières et en altitude. Finalement, c'était
pas vraiment de la gestion, c'était plus pour éviter des crampes à cause d'une selle qui s'était rabaissée quelques kilomètres plus tôt dans un nid de poule. Donc il a attendu que l'orage passe, que le mur de Kigali passe aussi pour changer de vélo une première fois. C'est là que ça devient plus flou au deuxième changement de vélo. Il récupère un vélo qui semble bien ajusté selon son mécanicien. D'ailleurs, je me demande si après coup, Remco ne va pas en vouloir un petit peu à son cousin mécanicien d'avoir tenu ses propos dans la presse, parce que Dario Kluk, pour ne pas le citer, s'est un petit peu défendu du fait que le vélo était très bien réglé. Mais en tout cas, le deuxième changement de vélo de Remco est celui qui lui a fait perdre le plus de temps. Le coup de pied gauche dans une bouteille en plastique dont tu as fait référence. Voilà, là, il perd 45 secondes a priori pour récupérer son vélo d'origine, alors que le vélo de remplacement avait l'air plutôt correct, mais on n'est pas à sa place. On sait tous à quel point ces mecs qui font 30 000 km par an sur un vélo réglé au millimètre peuvent être décontenancés quand il y a un petit millimètre de différence à gauche ou à droite. Donc maintenant, quant à savoir s'il aurait pu gagner sans ces deux changements de vélo, c'est un peu compliqué à dire. Il est certes revenu sur le groupe de contre à la faveur d'une poursuite avec Quinten Hermans, qui était peut-être son meilleur équipier ce dimanche. Il est bien revenu sur le groupe de contre, mais voilà, Pogačar était déjà parti. Est-ce qu'il aurait pu suivre Pogačar avec un premier vélo bien réglé, sans le nid de poule, etc. C'est difficile à savoir. Et puis, il fallait encore lâcher Pogačar aussi, qui est quand même plus explosif que lui. Quentin, c'est vrai que ça nous laisse quand même une pointe d'amertume, cette histoire de selle, de vélo à changer à deux reprises. On se dit que voilà, au moment des gains marginaux, là, il s'est tiré une fameuse balle dans le pied. Oui, puis comme le disait notre consultant Johan Musée, c'est toujours facile de refaire une course a posteriori une fois que la ligne est franchie avec des scies. Mais c'est la frustration de ne pas savoir ce que ça aurait pu donner, de ne pas avoir eu un match en fait à armes égales. C'est ça que je pense qui frustre le grand public, tous les supporters de Remco, les Belges. Comme le disait Nico, savoir s'il aurait été capable de lâcher Poggi, ça semble difficile, mais pourquoi pas. Mais ces circonstances de course, oui, comme le dit Nico aussi, il y a une zone de flou quand même. Il récupère ce vélo, son mécanicien Dario Kluk dit qu'ils ont vérifié 3 fois la selle, qu'elle était parfaitement placée. Johan Musée, notre consultant, connaît très bien le deuxième mécanicien qui était dans la voiture, qui est intervenu sur le dépannage là où il perd une quarantaine de secondes. C'est un mec hyper pro qui a vérifié le vélo 1000 fois. Remco était au Rwanda depuis plus d'une semaine, donc normalement il s'entraîne en alternance sur différents vélos, justement pour vérifier que tout fonctionne. Donc voilà, c'est parfois tout simplement la fatalité qu'il faut accepter, même si elle est difficile à encaisser. Peut-être un aspect psychologique aussi, de remonter sur un vélo, de se dire mais j'ai toujours une gêne, parce qu'il avait une gêne depuis quelques kilomètres pour une bonne raison. Et aussi vouloir récupérer son vélo d'origine, et puis on est un petit peu... Puis il était dans un état d'excitation, je pense, l'adrénaline qui coulait en plein dans ses veines, donc je pense qu'on n'a peut-être pas toujours une extrême lucidité dans des situations aussi tendues. Justement, ça s'est ressenti dans la gestion de ses émotions et dans son impulsivité. On parlait de cette petite bouteille en plastique, paix à son âme. Ça nous a permis d'admirer les talents de footballeurs de Remco qui ne se sont pas envolés, un bon petit pied gauche. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher, Nico, de penser que ça reste un point faible, en tout cas un axe de travail pour Remco Evenepoel, que de mieux gérer ses émotions. Ouais, Remco, il est pro depuis ses 19 ans. On a dit qu'il ne savait pas rouler en peloton parce qu'il a toujours roulé seul chez les jeunes. Il a quand même plutôt bien appris à rouler en peloton. On a dit qu'il n'avait pas de pointe de vitesse, il s'est mis à gagner des sprints. On a dit qu'il ne savait pas descendre, notamment aussi après sa chute en Lombardie. Il a quand même appris à plus que limiter la casse dans les descentes. Il y a un point qu'il n'a jamais vraiment amélioré, c'est peut-être ça finalement, c'est l'impulsivité, c'est savoir garder son sang-froid dans les moments chauds. Parce qu'il est rarement confronté à la défaite aussi au final. Oui, ils font face à Pogačar un peu plus souvent que d'habitude, mais c'est sûr qu'il doit apprendre à gérer ça, parce qu'il a perdu de l'influx, de l'énergie et du temps un petit peu bêtement, en faisant aussi une erreur qui est de changer. Le deuxième changement de vélo, on ne saura jamais vraiment s'il se justifiait, mais en tout cas le faire à ce moment-là, c'était pas du tout opportun. Je veux dire, tous les mecs qui font des classiques savent qu'on ne change pas de vélo au sommet d'une côte quand il y a des lâchers, que les voitures sont loin derrière. Bon, c'était pas le Koppenberg, c'était plus large, ça peut plus se comparer au Bosberg, mais on n'a jamais vu quelqu'un changer de vélo au sommet du Bosberg. On sait qu'il faut faire quelques kilomètres, laisser le temps aux voitures de venir derrière soi pour ne perdre que 10 secondes plutôt que 45 comme il en a perdu. Mais moi je me demande si ça ne le nourrit pas aussi d'une certaine manière, ce tempérament, cette impulsivité, parce que voilà, il va chercher, il se nourrit quand même pas mal, je trouve, d'une forme de rage parfois en course, de frustration pour rebondir encore plus haut par la suite.
quand on regarde sa carrière, il y a quand même beaucoup d'action-réaction quand même dans ses résultats. Et là, peut-être que s'il est champion d'Europe dimanche en Dromardèche, on se dirait il s'est nourri justement de ce qui lui est advenu sur ce championnat du monde. Et donc, c'est sa personnalité aussi, en fait, qui fait ce qu'il est. Est-ce qu'il faut chercher à changer? Moi, je suis pas persuadé que ce soit la bonne manière de faire. Et évoluer contre nature, parfois, c'est parfois plus... comment dire ça, c'est moins bénéfique finalement que de rester celui qu'on est. Le championnat d'Europe, on y viendra tout à l'heure. Mais si on a parlé de Remco, on ne peut pas ne pas parler de cet énorme numéro de Tadej Pogačar. Ne pas toujours croire ce que le Slovène dit quand il nous annonce qu'il ne veut pas attaquer, aller à 100 bornes de l'arrivée pour caricaturer. C'était exceptionnel. Il a une nouvelle fois, Nico, au-delà de son attaque, très très bien géré son solo. Oui, moi d'abord naïvement je l'ai cru. Je me suis dit il va attaquer à 2-3 tours de l'arrivée. Il avait beaucoup souffert à Zurich. Je pense qu'il s'était fait très très mal pour aller au bout de son solo et je m'étais dit il va plus faire cette erreur. En plus avec les incertitudes liées au climat, à l'altitude, etc. La peur peut-être de craquer complètement. Il s'est pas gêné. Bon, il avait Del Toro avec lui, ça a pu le rassurer. Puis il était quand même seul après à 65 km de l'arrivée. Il avait plus trop le choix, un petit peu comme à l'Amstel Gold Race où il s'était quand même fait rejoindre, un petit peu comme à Zurich l'année passée. Oui, après il a bien géré son effort, on a senti qu'il en gardait un petit peu et qu'il a été capable de réaccélérer quand il a su que Remco s'isolait derrière lui. Donc oui, une gestion parfaite, mais c'est un peu plus facile d'avoir une gestion parfaite quand on a un réservoir illimité comme Pogačar. Je crois qu'il ne s'est pas posé trop de questions. En fait, Pogačar, c'est un gars qui fonctionne à l'instinct, il ne fait pas la racine carrée du parcours divisée par le cosinus de je ne sais pas quoi. Il pensait que le Mont Kigali c'était vraiment l'endroit le plus propice à une première sélection en tout cas. Il a attaqué à ce moment-là et il y avait que 2 mecs dans sa roue, Del Toro et Ayuso. Par après il se retrouve seul et oui il va au bout. C'est vrai avec une gestion absolument admirable. Je crois que si on regarde ses temps autour, il a quasiment pas fléchi sur les derniers en tout cas. Et ça devient une de ses marques de fabrique. Je pense que c'est son 48e ou 49e succès en solo. Son deuxième plus long raid solitaire après celui d'Estrade Bianchi qui avait marqué les esprits. Donc ça devient vraiment sa spécialité, sa marque de fabrique. On va le revoir une année de plus avec peut-être le plus beau maillot tout sport confondu. C'est un autre débat. Montréal 2026, Domancy 2027. Ça sert à quelque chose d'y aller parce qu'il a déjà gagné, non? Si je vous entends bien. En cyclisme, les choses changent quand même parfois très vite. Je pense que si on remonte il y a 2 ans en arrière, quand Vingegaard venait de remporter son 2e tour, on ne s'attendait pas à ce qu'on ait un Pogačar aussi dominant maintenant. Je me souviens que quand Egan Bernal avait gagné le Tour de France, on pensait qu'il était parti pour une série de 4 ou 5 succès. Donc la vérité d'un jour n'est pas toujours celle du lendemain, même quand on est aussi fort que le Slovène. N'empêche que ce sont 2 parcours aussi, Nico, qui valorisent ses qualités. Oui, à Montréal, ça sera, je pense, la même bosse que sur le circuit de Montréal. En tout cas, c'est une bosse de 2 km à plus de 7% qui va se répéter une quinzaine de fois. Donc, il y a largement de quoi faire une course d'usure comme hier et la gagner. Ça sera peut-être un circuit un petit peu moins dur qu'hier parce qu'il y a quand même une partie en ligne avant. Donc, je pense qu'on est plutôt à 3500 mètres de dénivelé. Mais ça reste largement assez dur pour qu'un Pogačar, s'il arrive à 100% de sa forme, fasse les différences. À condition, bien sûr, que les gars qu'on a cités en introduction, de Lorenzo Finn, bon, ça sera trop tôt pour lui, mais Sexas, Del Toro, qui était quand même très fort hier, ces jeunes-là qui vont aussi franchir des caps et peut-être venir... ou tous les absents qu'on avait à Kigali, qui peuvent aussi revenir. Oui, bien sûr. Un Van Aert, par exemple, a déjà dit que c'est un rendez-vous qu'il avait dans la tête. Et si on imagine un duo Evenepoel-Van Aert sur le championnat du monde de Montréal, ça peut quand même faire un joli duo et des possibilités tactiques plus intéressantes pour Serge Pauwels. Rappelez-moi, la dernière fois qu'une course est passée à Domancy, qui a gagné? C'était au Dauphiné Libéré, il me semble. Tadej, je pense. C'était un Tadej. Voilà. On a beaucoup parlé des hommes, place aux femmes. La femme est-elle l'avenir de l'homme? On en est tous convaincus, la réponse est évidemment oui, mais au niveau du suspense, c'est vrai qu'il y a eu un peu plus de grain à moudre à ce niveau-là. Mais avant de s'attarder sur ce débat-là, on va parler d'une figure historique du cyclisme féminin qui s'appelle Gianni Longo. Combien de titres mondiaux compte Gianni Longo Ciprelli? Toutes disciplines confondues? Non, sur route, sur l'épreuve en ligne. 9? Non, quand même un peu moins. 7. Un peu moins. 5. Bravo, Quentin. Un partout. Donc j'aurai une à chacun belle, son tour. Restez avec nous. C'est vrai que Nico, il y a eu plus de suspense parce qu'il n'y a pas un monstre comme Tadej Pogačar dans le peloton féminin. En tout cas, Lotte Kopecky n'était pas là.
Ouais, moi, ça me fait du bien, le cyclisme féminin. C'est un peu un gars comme Van Der Poel, je pense. Il aime bien revenir au cyclocross ou mountain bike pour éviter un peu le burn-out, la routine, etc. Ouais. Et se garder frais mentalement. Moi, quand j'allume ma télé, j'aime bien zapper sur le cyclisme féminin de temps en temps. Alors, bien sûr, il y a plein de choses à dire sur les hommes et sur les rivalités qu'on peut avoir entre un Pogacar et un Evenepoel. Mais chez les filles, il y a un vent de fraîcheur qui fait vraiment du bien sur les scénarios de course. Quand même, celui de ce samedi était particulièrement inattendu. C'était pas la première fois cette saison. Je pense Lotte Klaas, la grimpeuse belge d'Arkea Samsic qui gagne le Newsblad en échappée matinale. Pas grand monde l'avait vu venir. C'était pas attendu non plus. On avait eu une échappée avec des lieutenants à l'Amstel Gold Race où là aussi les favorites s'étaient enterrés. Et puis il y a des profils de coureuses très marqués, je trouve. Une Pauline Ferrand-Prévot, hier, c'était un peu l'équivalent de Pogacar. C'était la grande favorite sur un parcours très dur, mais elle avait pas assez de puissance sur la côte pavée et elle l'a payé cher. Une Sarah Gigante, c'est peut-être la meilleure pure grimpeuse du peloton, mais elle ne sait faire que ça, donc elle ne gagne pas tant de courses que ça, parce que s'il n'y a pas une arrivée au sommet, c'est compliqué. Et puis voilà, la vraie ombre au tableau du cyclisme féminin, quand on parle de suspense, c'est Lorena Wiebes qui a gagné 100% de ses sprints cette année. Donc ça, c'est un peu plus embêtant pour le suspense, mais je veux dire, dans toutes les autres courses, on a en tout cas plus de suspense que chez les hommes. Ouais, Quentin, c'est vrai que c'est un peu plus ouvert, finalement. Oui, il y a des scénarios de course, je trouve, qui sont plus inattendus. On est moins dans le contrôle. Est-ce que c'est dû au fait que l'homogénéité du niveau du peloton féminin est moins grande que sur la course des hommes? Je ne sais pas. Il y a les équipières, je trouve, qui ont un rôle parfois moins important que chez les hommes, en tout cas. Mais ouais, ça amène pas mal de fraîcheur, en tout cas, et c'est des courses qu'on aime voir, effectivement. Puis c'est vrai qu'il y a une vraie évolution qui s'accompagne aussi au niveau des organisateurs des courses, messieurs, parce que l'année prochaine, le Tour de Suisse, on le rabote à 5 étapes au lieu de 8, mais on aura les hommes et les femmes le même jour. Ce sera juste des heures d'arrivée un petit peu différées, Nico. Oui, c'est vrai. Quand je disais que j'aimais bien zapper de l'un à l'autre, c'est même plus nécessaire parce qu'on s'arrange vraiment pour que les calendriers soient assez complémentaires, qu'on puisse voir les classiques. Liège-Bastogne-Liège, je crois, elle court juste après les hommes, mais Paris-Roubaix, c'est la veille. Flèche-Wallonne, c'est juste avant, il me semble. C'est ça. Donc c'est quand même plutôt bien fait pour les mettre en avant, et je trouve que voilà, il y a toutes les chances que d'ici 2-3 ans, on ait grâce à cette bonne médiatisation aussi, un peloton de plus en plus homogène. Alors espérons qu'il n'y en aura pas une ou deux qui sortiront du lot et qu'on gardera ce suspense-là avec une dizaine de filles qui peuvent être citées favorites d'une même course. Mais en tout cas, oui, c'est assez plaisant à regarder. Il y a des figures, je trouve, médiatiques de plus en plus marquées aussi qui font que l'intérêt du grand public se prononce aussi de plus en plus. On va commencer par Pauline Ferrand-Prévot, par côté exemple français, ou Lotte Kopecky. Chez nous, en Belgique, nous avons parlé du monde. On va revenir à cette bonne vieille Europe. Qui, pour priver Remco Evenepoel et Tadej Pogacar du titre de champion d'Europe? Avant cela, messieurs, la question pour vous départager. Le dernier championnat d'Europe qui s'est couru en France, c'était à Ploué en 2020. Est-ce que vous êtes de Peter Sagan? Non, ça tu te trompes. C'était en 2016. Oula. Sagan. Qui a remporté le championnat d'Europe à Ploué en 2020, messieurs? Nizzolo. Exactement, devant un Français qui chasse sa 100e victoire, il me semble. Voilà. Ouais. Et un Allemand. Degenkolb. Un certain Pascal Ackermann. Voilà, donc Nico, champion du quiz, ouais, comme d'habitude. Chapeau. Imbattable, injouable. Il fait les questions d'habitude. Le Pogacar du quiz. Il fait les questions, aujourd'hui il a aussi fait les réponses. Ça va commencer par un chrono. Très vite, c'est déjà mercredi, si je ne dis pas de bêtises, il va falloir enchaîner 24 km et 215 mètres de dénivelé avec un profil plutôt roulant, Quentin, et une bosse de 1 km pour finir. Oui, c'est ça. Visiblement, il y a beaucoup de lignes droites. On est dans la vallée du Rhône. Donc, ouais, tout à fait. Le vent peut jouer un rôle assez prépondérant. Et c'est un terrain qui est plutôt, en tout cas sur papier, favorable à Remco. Son aérodynamisme, on va être, même si le parcours n'a rien de semblable, on est dans un contexte assez similaire au chrono du Dauphiné. Mais il y a une concurrence qui, à mon sens, va être décuplée, quoi. Il y a des mecs comme Tarling qui seront là.
Ghana, Kung, Vacek, Almeida. Donc il y a une concurrence qui est beaucoup plus forte que sur le championnat du monde. Et la question, ça va être de savoir comment Remco a récupéré des efforts quand même assez extrêmes de ce dimanche. Il vole ce lundi en direction de Marseille. Ça veut dire qu'il va remonter sur son vélo sans doute pour un petit décrassage le mardi. Ce sera priorité absolue à la récupération évidemment. Mais comment est-ce que son corps aura encaissé les efforts rwandais et ce long voyage quand même, ce sera ça la question clé sans doute. Ouais, Nico, c'est vrai qu'il est tellement fort qu'on se dit bon, ce coup-ci il a un petit handicap sur le chrono alors que d'habitude il écrase tout le monde. Est-ce que malgré tout ça reste le favori numéro 1 sur le chrono? J'ai jamais fait 270 km par 26 degrés un jour et un chrono de 24 1500 mètres d'altitude. À 1500 mètres d'altitude et 24 km en mode chrono 72 heures plus tard par 12 degrés dans le vent dans le sud-est de la France. Donc ouais, c'est vraiment compliqué à savoir. Alors, un effort de 24 km, c'est relativement court pour un chrono de championnat. Maintenant, je pense qu'il aura quand même les jambes un petit peu lourdes quand on voit la course d'usure que ça a été ce dimanche. Ouais. C'était pas une flèche wallonne avec un effort intense de 10 minutes à la fin. C'était plutôt 6h30 intense, ou en tout cas au moins les 3 dernières heures très très difficiles. Comment on récupère de ça, je sais pas. Puis il y a vraiment le changement de conditions qui pèse beaucoup, pendant que c'est le seul a priori qui va enchaîner à ce point. Un gars comme Armirail qui a fait le chrono des mondiaux n'a pas fait la course en ligne pour se préparer. Ghana, je pense qu'il sera bien préparé. Ghana, il faut quand même rappeler, c'est un maillot qu'il a jamais eu, champion d'Europe, aussi bizarre que ça puisse paraître. Donc je pense qu'il a dû être assez bien préparé. Et oui, il y a le voyage, il n'y a pas de décalage horaire heureusement, mais il y a quand même le voyage, les heures de vol. C'est pas idéal pour récupérer des efforts de dimanche, donc je trouve ça vraiment difficile de dire si Remco est favori ou pas. Et Quentin, on parle de la fatigue physique, il y a aussi la fatigue mentale. Il va falloir se remobiliser. Ouais, je me demande si d'une certaine manière il prend pas ça aussi comme un tremplin vers la course en ligne. Comme un mécanisme en fait pour se remettre en mood euro, si on peut dire ça comme ça, une phase de transition, que ce soit sur le plan physique, refaire un effort assez violent, vraiment aller loin dans l'effort, 72 heures comme on l'a dit après la course en ligne du mondial, et sur le côté psychologique pour se remobiliser justement. On sait que c'est quelqu'un qui fonctionne en bulle, comme ça quand il prépare un contre-la-montre, il a besoin d'être seul, il veut que personne le dérange, il est parfois seul dans sa chambre, etc. Il a tout un processus qui est maintenant éprouvé, et je pense que ça va lui permettre justement d'arriver totalement mobilisé pour le championnat d'Europe de dimanche, et d'avoir définitivement oublié la déception de Kigali. Dimanche justement, 203 km, 3400 mètres de dénivelé, avec finalement des difficultés qu'on a retrouvées sur la Faune Ardèche classique, Saint-Romain-de-Lerps, le Val d'Enfer qui porte très bien son nom, c'est court mais c'est très très raide. On a les classiques, Pogacar, Remco, on aura Vingegaard aussi, messieurs, qu'attendre de lui finalement qu'on va revoir en course alors qu'il a eu très très peu de jours sur son vélo cette année? C'est vraiment difficile à dire. Alors il y a quand même un point, c'est que la dernière course d'un jour remportée par Vingegaard, c'est celle-là, c'est la Faune Ardèche classique qui reprend vraiment le même final que ce championnat d'Europe. C'est sans doute pour ça qu'il a eu l'idée de se présenter au départ, mais c'est dur de savoir à quoi s'attendre avec lui. On ne sait pas trop non plus comment il a pu récupérer de la Vuelta, parce que là aussi il y a de la récupération physique et mentale qui entre en ligne de compte. C'est compliqué. Le col dont on parle, il est à faire 3 fois plutôt dans la première moitié de course, donc ça va user les punchers. Et puis on a, je pense, 4 fois le Val d'Enfer en fin de course, 1,7 km à 9,3%. C'est plus long que le mur de Huy et tout aussi raide. Donc il faudra... Ça veut dire quoi? C'est plus un puncher capable de passer les bosses qui va s'imposer qu'un grimpeur? Moi j'ai eu la chance d'aller le reconnaître avec Thomas Voeckler pendant le Dauphiné. Il y avait l'organisation qui avait mis un petit événement média en place, et c'est effectivement très très raide. C'est suivi d'une descente assez sinueuse, relativement technique, et puis c'est un profil différent du mur de Huy dans le sens où on a quasiment tout le temps la pente en visuel. Ça veut dire que quand on attaque, vos poursuivants vous ont à l'œil. C'est tout droit comme un mur de Bretagne finalement? Presque, pratiquement. C'est
s'est dessiné dans les vignes. Il n'y a pas vraiment de répit de moment où on peut reprendre son souffle, comme au Mur de Huy, même si c'est très léger. Évidemment, il y a un très léger replat avant les derniers hectomètres. Donc moi, je pense que ça va vraiment être plutôt quelque chose pour les coureurs de punch. Et le facteur clé, à mes yeux en tout cas, c'est la distance. On est sur 200 km, c'est 65 de moins que sur les championnats du monde, 1 heure à 1 heure et demie de course en moins, et ça va ouvrir le champ des possibles pour plein de coureurs qui ont du mal justement avec la fameuse barre des 250 km. Moi, je pense à un gars comme Romain Grégoire, qui a demandé à son sélectionneur Thomas Voeckler de ne pas l'emmener avec lui sur les championnats du monde, qui est focus sur ce championnat d'Europe depuis déjà plusieurs semaines. Et je crois que c'est un gars qu'on va voir clairement dans la bagarre pour la gagne. Ouais, un point très important qu'on n'a pas encore cité, mais c'est que l'arrivée n'est pas au sommet de cette bosse. Ouais. Il y a encore 7 km après. Et à la Faune-Ardèche Classique cette année, où il y avait aussi les 7 mêmes kilomètres après le sommet de la bosse, ils sont quand même arrivés à 12 au sprint. Alors certes, c'est pas comparable, c'est une course de début de saison, ça se court le même jour que le Circuit Newsblad, mais voilà, ça peut être beaucoup plus tactique, parce qu'il y a quand même de longs plats entre les ascensions de ce Val d'Enfer. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué. Pogacar ne va pas faire un solo de 100 km. Ce que Thomas Voeckler disait, pour en avoir discuté avec lui, c'est que ce parcours, en fait, il est excellent pour une course tactique en équipe, justement. Ça offre plein de champs de possibles. Il y a des attaques qui sont possibles de loin. Dans la finale, on peut imaginer une course extrêmement dynamique. Donc, la Belgique a aussi plusieurs atouts. Il n'y a pas que Remco Evenepoel. On aura Maxime Van Gils, notamment. Donc, comment est-ce qu'on va jouer avec ces différents atouts-là? Ce sera sans doute ça aussi une des clés de l'équation. Allez, explorons le champ des possibles. Cher à Quentin, messieurs, qui sera champion d'Europe? Moi, je vais être dans un cocorico, on va dire Remco. Nico? C'est le seul maillot qui manque à sa collection. On parle de la course en ligne. De la course en ligne. Moi, j'ai noté Pogacar devant Grégoire et Van Gils pour la petite surprise, parce que je pense que ça sera un peu trop tactique et peut-être un peu trop raide pour que Remco fasse la différence. Par exemple, si on compare ça à un Mur de Huy, on n'a jamais vu encore Remco briller au Mur de Huy. Donc si on a un petit regroupement derrière un Pogacar et un sprint en petit comité pour le podium, je pense qu'il faut chercher des gars rapides. Donc pourquoi pas Van Gils qui aurait suivi sans trop se dépenser pour Remco au préalable. On confrontera naturellement vos pronostics à la vérité du résultat dans un prochain épisode de Radio Peloton. À bientôt, salut. Radio Peloton.